avez raison. Là, vous avez raison. Alors, écoutez, chers collègues, nous sommes pas mal tous et toutes là. Alors, on va commencer l'ordre du jour. Et bien sûr, c'est un conseil, une séance ordinaire du Conseil de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, nous allons débuter tout de suite avec la période de questions des citoyens et citoyennes qui se sont adressés à nous, qui nous ont écrit. N'est-ce pas, Maître C.A.? C'est exact. Alors, je vais vous laisser débuter en nommant la personne et en lisant la question. Est-ce que, Maître C.A., est-ce que allez-vous lire la question au complet? Parce qu'il y en a, je vois qu'il y a 2 questions où est-ce qu'on est, c'est extrêmement long. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous lisez la question au complet? Je vais essayer de regrouper ça, puis peut-être couper sur les préambules parce que vous avez le texte des questions. Donc, oui, exactement. Bien, c'est bon quand même de donner un préambule, au moins un contexte. Là. On ne voudrait pas décontextualiser la question, mais si on pouvait résumer, je pense que ce serait une bonne chose. Parfait. Alors, je vais commencer. On a reçu 3 questions concernant le boisé de Fairview. Alors, la forêt Fairview, qu'on l'appelle. Alors, de la part de Mme Geneviève Lucier, d'abord. Elle nous écrit pour nous dire « Je vous pose cette question en tant que membre du groupe Sauvons la forêt Fairview et en tant que résidente de Pointe-Claire. La forêt Fairview est un espace naturel de 50 acres à Pointe-Claire qui possède 22 arbres centenaires. Elle se trouve à être la dernière forêt du secteur et elle réside au milieu d'une des pires îlots de chaleur de Montréal. Elle est l'habitat principal de la couleuvre brune et elle possède des milieux humides et étangs vernaux. C'est un bijou que la ville elle-même décrit comme mosaïque écologique. Je voudrais savoir si la CMM croit que permettre la déforestation presque entière de ce site contribue à remplir les objectifs de canopée d'arbres de l'île de Montréal et si la CMM serait intéressée à intégrer le développement de la verte et bleue, surtout à cause de la station REM qui se trouve dans son coin sud-est. Deuxième question, concernant encore la forêt Fairview, de la part de Mme Janet Rhodes. En anglais, with the arrival of COVID-19 pandemic, the importance of wild natural spaces and parks was made clearly evident. The forests and parks in the West Island have been rediscovered and are now being enjoyed by hundreds of families, walkers, bird and wildlife watchers, skiers, and snowshoers. Would you consider rezoning the Fairview Forest to remain a natural forest and create a terracotta north for those in the highly developed area north of the Trans-Canada to enjoy? Troisième question concernant la forêt Fairview de la part de Mme Véronique Beignac. With climate change presenting the greatest threat to life on Earth, Canada plans to plant 2 billion trees across the country over the coming decade in hopes that it will capture significant amounts of carbon from the atmosphere. Montreal pledges to plant 500,000 trees. It's been estimated that a mature tree captures 3 times more CO2 than a newly planted one. It is thus totally irresponsible to allow any mature forest to be cut down for any project. We ask that you take the time to study the research, recognize the value of this forest, and protect it from all future development. When will you be rezoning this land to Recreation Park? Thank you. Alors voilà. Merci beaucoup, Maître Serre, d'avoir regroupé les questions. Alors, je vais laisser M. Yezzoni répondre pour commencer. Oui, alors, Madame la Présidente, en fait, ces questions-là, lorsqu'on les adresse à la communauté métropolitaine, premièrement, la communauté n'a pas compétence sur le zonage des municipalités. Donc, notre levier d'intervention, comme vous le savez tous, c'est le programme de la trame verte et bleue. Donc, effectivement, il y a un programme là, pour contribuer à la conservation et à la mise en valeur des milieux naturels. Et ces demandes-là, normalement, sont faites par les municipalités ou leurs organismes admissibles. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est s'il y a une volonté de la municipalité de procéder, le programme s'applique. Et écoutez, on a bien compris les préoccupations et nous attendrons les intentions de la ville de Pointe-Claire sur ce sujet-là. Voilà. Merci beaucoup, M. Yezzoni. Maître C.A., pour la question 4. Oui, alors, de la part de M. Frédéric Bassarèche-Ouellette. Alors, M. Bassarèche-Ouellette nous écrit concernant les collines montérégiennes. Alors, Madame la Présidente et mairesse de Montréal, quelles sont vos considérations politiques à l'égard de l'avenir de la chaîne de montagnes? Voulez-vous nous aider de manière proactive à travailler à la préservation et à la mise en valeur des Monts-Royal,
Saint-Bruno, Saint-Hilaire, Rougemont, Saint-Grégoire, Yamaska, Shefford, Brome et Mégantic. Y a-t-il moyen de m'en tenir avec vous pour aborder la question? Voilà. Oui, bien, écoutez, je vais débuter, mais je pense que M. Yedjani va pouvoir compléter. Mais il faut savoir que, bien sûr, les collines montérégiennes font vraiment partie, c'est une partie importante du territoire de la CMM. Puis au cours des années, il y a quand même eu beaucoup de colloques, différents événements pour parler des montérégiennes et comment on peut les protéger. Je tiens quand même à vous mentionner que les montérégiennes sont inscrites au plan métropolitain d'aménagement et de développement comme un paysage d'intérêt métropolitain, puis elles font partie également de la trame verte et bleue. Alors, je voulais quand même vous dire que pour nous, là, pour la CMM, évidemment, les montérégiennes sont très importantes. Monsieur Yedjani, peut-être que vous voulez nous donner quelques détails supplémentaires en lien avec les efforts qui sont mis de l'avant là, pour leur protection, leur valorisation, leur mise en valeur. Oui, bien alors, comme vous le disiez, Mme Plante, il y a beaucoup de maires ici autour de la table, de toute façon, qui ont contribué à ces colloques-là, à sa mise en valeur. Je pense à M. Corriveau, M. Murray qui est présent, Mme Parent, la Ville de Montréal. En tout cas, bref, c'est une préoccupation pour la CMM, pour les maires. Donc, les collines montérégiennes sont achassées dans le PMAD. On est en train de mettre à jour notre carte des milieux naturels, évidemment, qui va faire une large place à ces collines-là. Et on pourra, lorsque ça sera terminé, discuter des mesures qu'on pourrait regarder pour préserver et pérenniser le statut qu'on veut donner aux montérégiennes. Et on pourra présenter éventuellement au comité exécutif et au conseil des recommandations qui font suite effectivement beaucoup de rapports et d'études qui ont été faits au cours des années. Donc, on pourrait faire une mise à jour de ce projet-là et vous revenir, Madame la Présidente, et on pourrait informer le citoyen de ces démarches au fur et à mesure. Merci beaucoup, M. Yedjani. Maître CA? Oui, alors, la prochaine question de la part de M. Lucien Pigeon. Alors, M. Pigeon, je vais raccourcir votre question pour la question de temps. Alors, M. Pigeon souhaite savoir comment on pourrait s'en sortir de notre dépendance au capitalisme qui, selon lui, mène à l'urgence climatique que nous vivons. Bien, écoutez, M. Pigeon, parce que je veux que vous sachiez, on a fait un très, très bref résumé, mais j'ai votre question devant moi et comme toujours, elle est très étoffée. Il y a beaucoup de données. Vous me donnez toujours matière à réflexion, mais je vais quand même vous dire que de notre côté, au niveau de la CMM, l'ensemble des municipalités sont vraiment engagées à faire sur la question environnementale, la question de la transition écologique, de la protection de nos milieux naturels. Et la CMM, en tant un peu comme organisme fédérateur, on est une grande communauté, bien, on se donne des outils aussi et on s'aide. Je pense que toute la question, par exemple, du programme de la trame verte et bleue qui est vraiment novateur et qui permet justement de faire de la protection. Et quand on parle de la protection, non seulement c'est des endroits où est-ce qu'on peut des milieux, ça bonifie la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes, mais c'est aussi une façon de combattre les îlots de chaleur, d'encourager le transport actif qui, dans certains cas, devient même du transport quotidien actif. C'est une façon aussi de rendre nos territoires plus résilients parce que quand on protège des espaces verts, des milieux vides, c'est autant de façons de pouvoir protéger, contribuer de façon directe à la protection de l'environnement. Donc, écoutez, on se parle quand même assez souvent sur plusieurs éléments, mais sachez que nous allons continuer à faire de l'environnement un sujet qui nous tient très à cœur et que l'on avance chaque municipalité, chaque maire et mairesse fait avancer ce dossier-là dans leur municipalité, accompagner leur conseil de ville, mais également à titre de CMM, c'est un sujet que nous menons de front. Merci. Alors, la prochaine question nous provient de M. Martin Turcotte, qui représente la compagnie Odotrac. Alors, M. Turcotte demande j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre le projet de taxe kilométrique pour réduire les GES et augmenter les sources de financement de la Ville de Montréal, mais aussi des autres municipalités, j'imagine. Saviez-vous que la technologie existe déjà ou qu'elle est presque prête? Alors, voilà la question. On ne vous entend pas, madame. Oups! J'allais dire que je pense qu'il y a deux éléments de réponse. Tout d'abord, au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal, bien déjà, en 2019, la CMM recommandait d'envisager l'introduction progressive de mesures éco-fiscales
pour mesurer, pour évaluer la tarification liée à la congestion. Et la taxe kilométrique était un des éléments. Alors ça, c'est tel que tel. Et récemment, dans un congrès du Parti Projet Montréal, il y a eu une suggestion concernant l'introduction de la taxe kilométrique. Mais ça demeure une proposition dans un parti, donc il n'y a pas de décision qui a été prise en ce sens, ni à la Ville de Montréal, ni au sein de la CMM. Mais je pense que ce qui est important de constater, je pense qu'on est tous devant toutes les villes de la CMM, on est face à un constat, c'est que il est difficile de générer des revenus pour répondre à toutes nos responsabilités, tous les besoins. Et un de ces grands besoins, c'est celui du transport collectif. Alors, on est toujours à la recherche de solutions. La taxe kilométrique en est un qui avait été mentionné, mais il y en a d'autres également. Alors, jusqu'à maintenant, je vous dirais, mais ce que je retiens peut-être, c'est que M. Turcotte, vous avez des outils, vous semblez avoir des réponses à ce sujet et si on devait aller de l'avant éventuellement, bien écoutez, on va prendre en considération une grande quantité d'éléments parce que ça ne s'introduit pas comme ça. Il y a beaucoup d'études à être faites et avant de pouvoir en arriver à cette solution-là, mais je pense qu'au final, le consensus, c'est qu'on doit diversifier nos sources de revenus. Il existe différentes façons d'y arriver. Ça, c'en est une, mais il y en a d'autres. Merci. Alors, la prochaine question nous provient Oui, de... merci. Oui. Monsieur Julien Cousineau, qui est agriculteur à Vaudreuil-Dorion. Alors, Monsieur Cousineau nous fait un long préambule que vous avez, Madame la Présidente, concernant un problème de portance sur un terrain qui doit servir pour un pôle logistique qui est en développement à Vaudreuil-Dorion. Alors, Monsieur Cousineau demande, est-ce que le CMM est au courant du problème de portance des terrains où le CP envisage d'aménager un pôle logistique? Également, est-ce que le CMM s'engage à préserver le potentiel agricole de Vaudreuil-Soulanges qui pourrait être durement compromis par la manipulation au niveau de la nappe phréatique? Et finalement, est-ce que le CMM pourrait considérer entreprendre des démarches auprès des gouvernements d'Ottawa et de Québec pour qu'ils interviennent auprès du CP pour que soit rétrocédé et nettoyé de tout ce qui les encombre, ces terrains, de manière à les remettre en culture et peut-être les remettre en priorité à de jeunes agriculteurs qui veulent développer une nouvelle offre alimentaire. Monsieur Yezzoni? On ne t'entend pas, Massimo. Toujours pas. Non. Bon, oui, ça fonctionne? Oui. Ah, j'avais terminé, merci. Non, je vais reprendre. Alors, premier point sur la portance, notre inventaire à nous ne nous donne pas cette contrainte-là, mais on pourrait la revérifier. Et je voudrais également informer le Conseil que ce site-là bénéficie déjà d'une utilisation non agricole de la CPTAQ. Alors, écoutez, on va suivre le dossier avec la MRC et M. le maire Pilon. Mais évidemment, on est toujours intéressé à protéger les terres agricoles, mais lorsqu'il y a des décisions qui ont été prises, bien, on va regarder la situation, on essaie de minimiser les contraintes et d'assurer le meilleur usage pour ces terrains. Voilà, Madame la Présidente. Est-ce que je peux compléter, Madame la Présidente? Oui, bien sûr, M. Pilon. Oui, bon, je suis maire de Vaudreuil-Dorion, mais le terrain n'est pas dans Vaudreuil-Dorion. Il est à Les Cèdres. C'est un ancien terrain militaire que l'armée se servait en le temps de la Deuxième Guerre mondiale pour entreposer des munitions. C'est un immense terrain. Il y avait des baraques immenses. Il y avait, bon, peu importe si c'était cédé pour ça de choses. Pour ce qui est de la portance, là, je pense que quand on est rendu en 2021, peu importe qui est-ce qui est sur l'écran, il sait fort bien qu'il y a des tests qui vont se faire. Et si jamais le CP décide de faire un projet-là, bien, ils vont pieuter, ils vont faire quelque chose. Enfin, je ne vois pas vraiment l'utilité de ça. Puis pour ce qui est du zonage, bien, le zonage le permet présentement d'avoir et le CP a acheté le terrain il y a déjà plusieurs années. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire finalement, mais le zonage le permettrait d'avoir un hub là, je ne sais pas quoi, là, ferroviaire. On essaie vraiment, on parle du pôle logistique, là, on essaie vraiment d'intercepter le plus possible les camions avant qu'ils rentrent sur l'île de Montréal pour désengorger un peu l'île. Donc, ça serait une possibilité, mais
pour l'apportant, je ne vois vraiment pas la lucidité de cette question-là. Peu importe l'endroit où on bâtit maintenant dans le monde, on prend des tests, puis on prend des tests, puis on fait les fondations en conséquence. Mais je veux juste spécifier que ce n'est pas à Vaux-Rue-de-Rion, c'est à Les Cèdres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je passe la parole à Maître Sia pour la dernière question. Oui, alors celle-ci de la part de Mme Stéphanie Bourbeau du groupe Myland Ensemble. Alors, Mme Bourbeau, un court préambule. Considérant que le logement est un droit fondamental, que le droit à un logement abordable et adapté à ses besoins est menacé par la financiarisation de l'immobilier, qu'il est de la responsabilité de l'État de voir au respect des droits fondamentaux sur son territoire, que la surchauffe immobilière en cours fait pression sur les loyers du parc locatif à Montréal et que le montant médian des loyers connaît une croissance annuelle d'au moins 3 fois l'augmentation des salaires. Comment la CMM entend-elle utiliser des pouvoirs dont elle dispose pour protéger ses ménages et comment la CMM entend-elle faire pression sur le gouvernement du Québec pour qu'il protège ses ménages? Alors, merci beaucoup pour la question. Évidemment, l'habitation est un sujet qui nous préoccupe tous et toutes à la CMM. Je tiens à rappeler peut-être quelques chiffres qui sont intéressants, à savoir que la CMM s'est toujours intéressée à la question de l'habitation, du logement. Depuis sa création, la CMM a remboursé 732 millions de dollars aux municipalités de son territoire dans le cadre des programmes d'habitation à loyer modique, de suppléments au loyer et accès logis. Donc, c'est quand même une somme colossale. Je tiens également à mentionner que la CMM s'est dotée d'orientation métropolitaine et de plans d'action en logement social. On a également adopté l'année dernière, n'est-ce pas, Monsieur le directeur, le guide d'accompagnement pour un modèle de règlement pour les municipalités souhaitant faire de l'inclusion. Alors, ça aussi, c'est des outils très pratico-pratiques pour accompagner les municipalités. Et finalement, chaque année, la CMM fait de nombreuses représentations auprès de Québec pour qu'ils investissent de façon soutenue dans le logement social, puisque le logement social est une responsabilité du gouvernement du Québec. Enfin, pas plus tard que la semaine dernière, le comité exécutif de la CMM, nous avons adopté une résolution qui interpelle le gouvernement du Québec concernant la crise du logement. Et c'est quand même une résolution fort détaillée, mais je vais attirer votre attention sur 3 éléments. La résolution demande de mettre en place des mesures d'urgence en vue du 1er juillet parce qu'on sait qu'avec la COVID, la précarité a été exacerbée. De mieux encadrer le marché locatif privé et enfin de lancer un vaste chantier québécois sur le logement social communautaire et privé pour avoir des objectifs, mais également un financement à la hauteur des besoins, pas à la pièce d'année en année, mais bien sur une perspective beaucoup plus longue parce qu'évidemment, c'est difficile non seulement pour les municipalités de prévoir et de le faire un peu d'année en année, mais c'est surtout difficile pour nos citoyens qui, d'année en année, vivent de plus en plus d'insécurité. Alors, sachez que la CMM est très engagée sur le dossier de l'accessibilité à un toit pour tous. Merci. Alors, c'est ce qui met fin à la période de questions des citoyens. Je les remercie de nous avoir acheminé justement leurs questions. Puis, avant qu'on entre dans les présentations, je voulais quand même mentionner que en fait, il y a 2 personnes, une mairesse et un maire qui ont pris la décision de ne pas se représenter aux prochaines élections municipales en novembre. Je parle de Mme Chantal Deschamps et de M. Marc Demers, évidemment. Alors, je tenais à leur dire un grand merci pour leur contribution incroyable au sein de la CMM. Et dans leur vie respective, évidemment, et bien sûr qu'ils vont nous manquer, mais on respecte en même temps leur décision parce que ça n'est une qui est pas nécessairement facile, mais on sait le don de soi qu'exige les fonctions publiques, celles d'administrer des municipalités, surtout en période de COVID. Donc, de la part de nous tous et toutes, je tenais à remercier et à saluer l'engagement de Chantal Deschamps et de Marc Demers. Alors, merci à vous 2. Il n'y a pas Mme Parent aussi? Oui, mais je l'avais souligné au dernier conseil de la CMM. Fait que je peux le répéter, bien sûr. Mais je pense qu'il faut aussi considérer que M. Murray et M. Brodeur ne seront plus non plus comme maire.
Mais merci, Sylvie, parce que je me suis permis ce matin de demander à Massimo s'il y avait d'autres personnes qui ne se représentaient pas, puis on m'avait dit non. Alors, mes excuses, M. Murray, M. Brodeur, évidemment, je salue le travail que vous avez fait, évidemment, et vous allez nous manquer également. Alors, on espère qu'il y aura... ce sera pour vous tous et toutes de grandes chaussures à porter. Et bien sûr, Sylvie également, qui en a fait l'annonce le mois dernier. Alors, sur ça nous amène à 2 présentations avant l'ordre du jour régulier de cette séance. Je vais laisser la parole à Massimo pour le suivi sur la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires, pour ensuite avoir une présentation sur le répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation naturelle. Massimo? Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, ça va être très court, là. On va afficher la présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Bon. Alors, écoutez, un bref rappel. Vous savez qu'il y a actuellement en cours des travaux sur une stratégie nationale de l'aménagement et de l'urbanisme du territoire québécois. On vous rappelait là, dans une séance du Conseil qui avait mis en place une gouvernance avec des comités consultatifs, des séminaires, des laboratoires d'innovation et une consultation web à venir. Donc, le portrait est en train de se rédiger et les orientations préliminaires également. Et il y aura des rencontres régionales au mois de juin. Et ces rencontres régionales-là, normalement, seront auprès des élus de toutes les régions du Québec. Donc, je voulais mettre l'emphase qu'au mois de juin, vous serez appelés à participer à ces rencontres avec la ministre. On n'a pas encore le détail. Et je vous rappelle encore une fois qu'il y a un rapport de consultation qui sera déposé en novembre et que la stratégie devrait, si tout va bien, être adoptée en avril 2022. Donc, où sommes-nous rendus, la CMM, dans le cadre de nos travaux? Donc, si on regarde la prochaine acétate, vous vous souvenez que le gouvernement avait privilégié 5 axes pour élaborer la stratégie, donc tout le volet de la gouvernance de l'aménagement du territoire, donc les orientations gouvernementales, les schémas d'aménagement et les plans métropolitains, et évidemment les plans d'urbanisme et de la réglementation au niveau local. Donc, il y a des questions qui se posent sur la gouvernance, particulièrement est-ce qu'on met à jour les OGAT, est-ce qu'il y aura d'autres mesures pour favoriser des milieux de vie durables et autres. On se préoccupe évidemment de la croissance urbaine, plus particulièrement évidemment de l'étalement urbain, les milieux de vie durables, donc comment on fait pour avoir des milieux de vie durables à l'échelle humaine, la question de la ruralité, qu'on a déjà traité ici à la CMM, et évidemment tout le volet des finances et de la fiscalité. La CMM a procédé par des agoras virtuelles avec une large présence, en fait, une présence des élus municipaux. On a complété les agoras qui sont portés sur la gestion de l'urbanisation et les 10 ans du PEMAD. Madame Plante a présenté le bilan du PEMAD à l'Ordre des urbanistes du Québec. On a parlé de la croissance urbaine et des milieux de vie, donc tout le volet des tas de la CMM, tout le volet de la densité. Et on a parlé également de la mobilité et du financement. La mobilité et le financement, vous le savez, là, le plan stratégique de développement de la RTM a été adopté, donc toute la question du financement qui fait partie de nos préoccupations. Demain, on aura une agora sur la ruralité pour parler évidemment du renouvellement de la compensation auprès de nos municipalités rurales et de la sécurité alimentaire avec M. Charon là, qui va faire une présentation sur la table et notre politique de développement. Il reste après ça le volet sur la santé, la résilience et la transition écologique avec M. Normand, M. Lagos, Mme Vodanovic également qui participera pour faire état de notre rapport de la commission d'aménagement. Et on poursuivra avec un autre enjeu qui préoccupe beaucoup d'élus dans la région, la fameuse requalification des espaces verts. Et tout le volet sur les limites territoriales, le chevauchement, les régions administratives et le chevauchement des MRC, bien entendu, ça sera traité. M. Pilon va être là avec Mme Parent et d'autres élus là, qui vont compléter cette agora. Donc, ces agoras-là vont nous permettre de dégager un certain nombre de pistes
Et on préparera pour le mois de mai un aide-mémoire pour les élus de la CMM pour préparer leur rencontre avec la ministre. Alors, quand on regarde les enjeux à la prochaine ACETAP, bien, grosso modo, vous n'allez rien apprendre parce que vous êtes assez familier. On sait bien que les outils d'aménagement et les OGAD vont devoir, à notre avis, être vus pour avoir des règles communes entre nous et le pourtour, si on veut éviter d'avoir des différences en termes de densification. Et évidemment, la réponse actuellement pour freiner l'étalement urbain, c'est de mettre en place des ententes aménagement-transport avec le pourtour pour qu'ils aient les mêmes règles que nous et favoriser le transport collectif et diminuer l'automobile solo. Milieu de vie, c'est de poursuivre ce qu'on fait déjà dans nos aires TOD et dans nos corridors de transport. La ruralité, on veut absolument travailler sur l'autonomie alimentaire. M. Charon va en parler demain. Et renouveler l'entente qu'on a avec le gouvernement du Québec pour la compensation auprès des municipalités rurales. Évidemment, au niveau des finances et fiscalité, je me répète encore, c'est encore le dossier des diversifications des sources de revenus. Et comme vous le savez, nous sommes toujours en attente d'une réponse en 2023, telle que la SAC nous avait transmis officiellement pour la mise en place éventuelle d'une taxe sur les droits d'immatriculation. Voilà, Madame la Présidente, une courte présentation, évidemment. Lorsque nous aurons terminé les agoras, il y aura un rapport et il y aura un aide-mémoire pour les élus qui rencontreront la ministre pour avoir le point de vue de la communauté métropolitaine de Montréal. Merci beaucoup, Massimo. Je vais maintenant prendre les questions, les commentaires. S'il y en a, juste de lever votre main avec, voyons, via Zoom. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ah, il y a M. Corriveau. Yves. Oui, merci, Vincent. Je me demandais, dans le cadre de la révision du paiement, comment on peut insérer, puis peut-être Massimo a la réponse. Vous savez, à Mont-Saint-Hilaire, on a un enjeu là, important, c'est-à-dire on est en train de créer notre deuxième TOD, mais on a un enjeu aussi sur un terrain au piémont de la montagne. Et ce qu'on souhaite énormément, c'est de pouvoir faire du transfert, ce que le paiement ne permet pas actuellement, mais faire du transfert entre le hors TOD dans le TOD pour permettre justement de réduire le nombre d'unités au piémont de la montagne. Voilà. Massimo? Oui. Alors, pour expliquer ce que M. Corriveau demande, c'est de voir si on peut moduler la densité d'un secteur versus le secteur TOD. Évidemment, vous êtes conscient que les TOD ont une densité plus élevée que d'autres. Alors, il s'agit de voir comment on peut appliquer cet exercice-là. Et il va falloir y réfléchir, M. Corriveau, dans le cadre des travaux avec la MRC. Donc, est-ce que ça se partage ou pas pour avoir la même densité globale en termes de moyenne? Alors, je pense que Mme Pete a déjà fait quelques propositions de mémoire, mais je pense qu'il y a deux façons de le voir. Ou on le travaille à la révision du PEMAD, et à ce moment-là, ça devient comme un élément global pour l'ensemble du territoire de toutes les MRC, ou on le traite avec la MRC et d'essayer d'établir que ça peut se répartir. Alors, on peut relancer le dossier, M. Corriveau, et voir avec la MRC si on peut le faire par consensus ou sinon, on va réfléchir fortement au niveau de la révision en regardant nos objectifs vers 2031, s'ils demeurent tels quels ou s'il faut les ajuster. Effectivement, puis qu'on puisse le travailler avec la MRC, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Merci. D'accord. Merci, M. Corriveau. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Alors, je vais maintenant laisser la parole à Mme Pete concernant le répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation naturelle. Mme Pete, vous avez besoin de combien de temps pour la présentation? Je pense que c'est Michel qui fait la présentation. Pardon? Oui, c'est Michel Allaire qui va faire la présentation. Ah, pardon, d'accord. Monsieur Allaire? Oui. Je pense qu'une dizaine de minutes devrait être bon, Michel. Même pas.
On va y aller avec 5, 8. Tu n'aurais pas dû dire ça, Michel. Tu n'aurais pas dû dire Oui, ça. là, parce que je vais vous couper. Non. Allez-y, M. Allaire, on vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Je partage mon écran. Vous voyez bien. Alors, bon, ça c'est la dernière. Bon, bonjour à tous. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu un rapport à l'air, mais là, aujourd'hui, je suis là pour vous annoncer des bonnes nouvelles. C'est une initiative sur laquelle on travaille depuis un certain temps. Il s'agit de lancer le répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation. Je vous rappellerai rapidement que dans le PMAD, on a un objectif de protection des milieux naturels de 17 %. Depuis son entrée en vigueur en 2012, on est stable autour de 10 %. C'est-à-dire que des années, il y a des gains, des pertes, milieu aquatique, milieu terrestre. Bref, on stagne toujours autour de 10 %. Et puis, par le programme d'acquisition de la trame verte et bleue pour les milieux naturels, ben, on a quand même acquis depuis 2012 un certain nombre de terrains, mais on parle de 0,2 hectares pour des investissements dépassant les 100 millions de dollars. Donc, on voit que dans notre milieu métropolitain, on n'arrivera pas à notre objectif uniquement en parlant d'acquisition. Donc, il y a aussi un constat qui a été fait depuis le temps qu'on travaille sur les milieux naturels, c'est qu'il y a plusieurs milieux naturels qui sont propriétés municipales ou des parcs régionaux, mais qui ne sont pas inscrits ni au registre des aires protégées et donc qui ne ressortent pas comme milieux naturels protégés dans l'objectif. Alors, c'est pour ça que sur une recommandation de la Commission de l'environnement qui avait été faite en 2017, on a procédé à la mise en place du répertoire. Qu'est-ce que c'est le répertoire? Bien, il s'agit c'est un lieu électronique, si je peux dire, où les municipalités pourront inscrire les sites qui ont une vocation de conservation de milieux naturels sans les inscrire au registre du gouvernement. Donc, c'est quelque chose qui se passe au niveau métropolitain. Il s'agit de compiler les surfaces, les superficies de milieux naturels et puis de les considérer comme contribution dans l'atteinte de notre objectif de 17 %. Évidemment, tout ça sera accompagné d'un programme de diffusion des résultats. Qu'est-ce que ça prend pour inscrire un site? Je vous résume brièvement certains des critères les plus importants. Évidemment, il faut que le site soit sur le territoire de la CMN, il faut que ce soit une propriété de la municipalité, locale ou régionale. Il faut que le milieu soit naturel à plus de 75 % et il faut qu'il y ait des affectations de zonage de conservation. Alors, le lien avec la page web, avec les informations et le formulaire sont disponibles en ligne et feront l'objet dès la semaine prochaine d'activités de lancement de communication surtout auprès évidemment des municipalités et des MRC de la communauté. Et puis, les résultats chaque année, bien, on fera état des superficies inscrites au répertoire dans l'Observatoire du Grand Montréal, dans le rapport annuel et dans les rapports de monitoring du PMAD qui sont publiés périodiquement. Alors voilà, vous aurez nos nouvelles la semaine prochaine pour le lancement du répertoire. Alors, merci Michel. En fait, tout le monde va se souvenir de ça. C'est une demande qui venait de plusieurs municipalités. Comment montrer les efforts locaux qui ne sont pas pris en compte par le registre des aires protégées du gouvernement du Québec. Donc, c'est une façon de démontrer qu'il y a aussi d'autres actions qui se font à l'échelle du territoire métropolitain et qui contribuent à la conservation. Donc, ça va évidemment montrer là, que même si ce n'est pas des aires protégées, il y a des gestes de conservation dans les villes et on va le compiler. Ça va faire partie d'un indicateur additionnel dans l'Observatoire du Grand Montréal. Est-ce que je peux poser une question, Madame la Présidente? Oui, il y avait M. Murray, mais allez-y, votre micro est ouvert, merci. Donc M. Pilon et M. Murray par la suite. Merci. Juste, c'est parfait là, ce qu'on essaie de faire. Il y a un joueur il y a un éléphant
la pièce, là, c'est l'agriculture. On a beau vouloir conserver, nous autres, les villes, les petits espaces ici, des petits espaces là. Dans notre coin, là, il y a Notre-Dame qui se bat avec ça, il Perrault, Pincourt, puis Hudson. Mais de l'autre côté, il y a des boisés complets qui ont été rasés pour la culture à grande échelle. Et ça, on pourrait vous en donner des exemples, ce n'est pas un problème. Ça fait que le 17 là, il est pratiquement impensable de l'atteindre uniquement avec des petites initiatives de municipalité ou des initiatives de municipalité si on laisse le milieu de l'agriculture continuer à déboiser parce que c'est payant. Là. Puis c'est pas pour nourrir le Québec. C'est de l'avoine, du soya, du maïs qui s'en vont ailleurs. Ça, on a tout ce qu'il faut pour le montrer. Donc, je ne sais pas comment. Est-ce qu'on revoit ça à la baisse? Est-ce qu'on revoit ça avec une perte en réalité? Parce que ce que je me demandais dans le calcul qu'on fait, parce qu'on stagne à 17 alors qu'on a fait, on en est un, on en est des villes, 10 excusez. On en est des villes, puis toutes les villes que je vois autour ont fait des efforts. Comment ça se fait qu'on est encore là? Est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, ce qu'on fait comme effort est contrebalancé par des défrichages énormes? Là. Quand on défriche des terres, ce n'est pas un arpent, ce n'est pas quelques milliers de pieds carrés, c'est des centaines de milliers de pieds carrés. Donc, c'est juste une réflexion, je pense, qu'on devrait avoir dans la CMM, et ce n'est pas moyen d'avoir un registre autre qui montre qu'on a peut-être stagné, mais c'est peut-être parce que dans d'autres secteurs, ça va complètement à l'encontre de la vision. Merci beaucoup. Ben, deux commentaires rapides. Là. Bon, quand on parle des milieux, l'objectif de 17, c'est évidemment basé sur la carte des milieux naturels du PMAD. Et on fait un exercice, Michel, depuis 3-4 ans, d'augmenter le potentiel de protection. Donc, c'est un travail qui est fait, qui a été réalisé, qui a été présenté, que les villes vont obtenir pour leurs fins administratives. Donc, c'est important d'augmenter le potentiel pour protéger davantage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les bois et corridors forestiers ont été identifiés dans le PMAD. Ceux-là sont protégés, donc ils ne sont pas sous, disons, pression en terre agricole. Est-ce qu'il faut revoir ce potentiel-là, M. Pilon, pour voir si on peut augmenter le potentiel et les protéger? La réponse, l'exercice a été fait. Il pourrait y avoir des gains en termes de potentiel. Il faudra décider par la suite comment on les conserve. Et le troisième point, pour répondre à votre question indirectement, c'est une réflexion qu'on fait à l'interne. On est de plus en plus en train de réfléchir à un indicateur de terre en culture pour justement identifier des terres qui sont en culture et qui sont développables. Et ça va nous permettre à ce moment-là de regarder ce qui se passe dans la zone agricole. Et s'il y a des milieux naturels à protéger, on va le revérifier. Et la solution va être d'augmenter le potentiel pour pouvoir protéger. Donc, c'est vraiment un exercice qui va se passer dans la révision. Entre-temps, on est à 10 et on pense qu'en augmentant le potentiel, je pense, Michel, à 22 de mémoire, oui, 22, on pense qu'on pourrait faire des gains, M. Pilon, d'à peu près 2 à 3 de plus quand on regarde la situation. Donc, ça nous améliorerait, on passerait à 13 Ce n'est pas facile parce qu'il ne reste pas beaucoup de milieux naturels non plus dans la communauté métropolitaine de Montréal, comme vous le savez. Alors, c'est un pari, mais je pense que chaque mesure qu'on parle, chaque analyse qu'on fait, le but, c'est d'en protéger le plus qu'on peut en préservant nos espaces à développer en zone blanche. Je ne sais pas si ça va. Monsieur Murray? En fait, moi, il y a un élément important dans l'équation, c'est bien sûr la fameuse loi sur l'expropriation. J'ai vu aussi la sortie de mes collègues hier, donc le maire de Candiac, le maire de Mascouche et le maire de Terrebonne, par rapport évidemment au terrain de golf. Chez nous, on a des poursuites de plus de 60 millions de dollars pour des boisés et des milieux humides d'intérêt. Et vous savez qu'il y a des pressions considérables. On dirait que la pandémie a agrandi l'appétit de certains promoteurs immobiliers et tout ce qui bouge comme bout de terrain ont fait des efforts considérables. La ville de Saint-Bruno actuellement fait l'objet de poursuites pour plus de 60 millions de dollars pour des terrains que l'on veut protéger. On voudrait bien les acquérir, mais pas à n'importe quel prix. Surtout pas au prix qu'on nous demande, des 15 ou 20 millions de dollars pour quelques hectares. C'est tout à fait invraisemblable. Et on a eu une conférence de presse au mois de novembre, vous vous en souvenez, Mme Plante, donc au mois de novembre 2019, pour demander
que cette loi-là soit modifiée. Moi, ce qui me désole aujourd'hui, c'est de voir que le gouvernement du Québec se traîne les pieds alors qu'il y a urgence d'intervenir. Dans son plan d'économie verte présenté au mois de novembre, on cite à plusieurs endroits l'importance de préserver les milieux naturels et les milieux humides comme source potentielle, évidemment, de captation. Et aussi, on le voit avec la pandémie, comme espace pour préserver notre biodiversité. C'est qu'on est dans un contexte où je vous dirais que les bottines ne suivent pas les babines et c'est ce qui me désole au plus haut point. Moi, je vais tirer ma révérence au mois de novembre prochain. J'aurais bien aimé que cet élément-là soit déjà dans une loi, que l'on puisse intervenir pas au détriment des intérêts privés, mais d'abord et avant tout au bénéfice des intérêts dits collectifs et communautaires de nos communautés respectives. À Saint-Bruno, il reste quand même quelques terrains préservés. On voudrait le faire. Je sais que dans d'autres endroits, ce sont des situations différentes, mais au moins la modification de cette loi-là nous permettrait d'intervenir là où il est important de le faire. Et puis, je pense que chaque petit effort, on en parle au niveau de la lutte au changement climatique, est un effort qui nous permet d'aller dans la bonne direction. Donc, il n'y a pas de petits gains, il n'y a que de gros gains au niveau collectif. Voilà. C'était mon commentaire. Et j'aimerais que la CMM, qu'on puisse, je ne sais pas s'il y a moyen d'intervenir de façon encore plus costaude pour mettre de la pression sur le gouvernement du Québec parce qu'on tourne en rond. On tourne en rond, puis nous, ça nous coûte des centaines de milliers de dollars en frais d'avocat, sans compter qu'on n'est pas sûr de la résultante. Et la résultante peut faire en sorte que ce qui arrive avec le jugement, il peut être préjudiciable pour la suite des choses. Donc, on est toujours dans un contexte où on est à la merci d'une décision judiciaire qui peut nous être ou pas favorable. Voilà. Merci beaucoup, M. Murray. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ressentons votre frustration là, sur ce dossier-là. Guillaume? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Si vous permettez, je vais pouvoir faire un suivi sur le questionnement de Martin, parce que oui, on a eu une rencontre avec la ministre, puis il y avait des représentants du ministère des Transports. Et juste pour vous dire qu'ils n'ont pas été à la sourde d'oreille, très loin de là. Par exemple, pour le métro de Montréal, là, la ligne bleue, présentement, vous savez qu'il y a beaucoup d'expropriation, eux autres ici, puis ils sont vraiment pas contents des explosions de coûts. Fait que c'est vraiment une problématique, oui, pour les terrains de golf, mais ça touche aussi plusieurs terrains. Et la ministre et les représentants du ministère des Transports qui étaient là, ils sont très conscients, puis ils veulent aller assez rapidement sur le dossier. 2019, je suis d'accord qu'on a vu cette rencontre-là, mais honnêtement, Martin, je sens vraiment une volonté du gouvernement du Québec d'améliorer, d'avoir un changement. Donc, on va donner la chance aux coureurs. Mais je voulais juste te dire que la rencontre avait bien été, puis je pense qu'on s'en va dans la bonne direction si on écoute la ministre parler. On pourrait peut-être trouver une façon d'envoyer un mot d'encouragement, de continuer à bien travailler sur ce dossier-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions pour M. Allaire concernant la présentation ou plus générale, là, évidemment? Alors, je ne pense pas que je vois d'autres petites mains. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation et puis continuez votre bon travail. Alors, ça va nous amener dans l'ordre du jour régulier et si vous me permettez, j'aurais envie de vous demander si c'était possible de choisir un ou une proposeur et un et une appuyeur pour l'ensemble des points. Alors, Mme Parent comme proposeur et M. Charron comme appuyeur. Excellent. Alors, proposé par Mme Parent, appuyé par M. Charron, il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis pour la présente Assemblée. Est-ce qu'il y a des commentaires? Mais je pense qu'on va y aller sur l'ordre du jour tel quel. On entre maintenant dans le procès verbal. Il est proposé par Mme Parent, appuyé par M. Charron, d'approuver avec dispense de lecture le procès verbal de la séance ordinaire tenue le 25 février 2021. Dans la section des finances, il est proposé par Mme Parent et appuyé par M. Charron de prendre acte du dépôt conformément à l'article 208 de la loi sur la communauté métropolitaine de Montréal, du rapport financier et du rapport de l'auditeur pour l'exercice 2020. Questions, commentaires? C'est donc adopté. Le 3.2, il est proposé par Mme Parent et appuyé par M. Charron
de prendre acte du dépôt du rapport de la présidence sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur de la communauté exigé par la loi et d'en autoriser la diffusion par la publication de celui-ci sur son site Internet et la transmission à toute personne qui en a fait la demande. Des questions, des commentaires? C'est adopté. Nomination, il est proposé par Mme Parent et appuyé par M. Charron de nommer la firme Raymond Chabot Grant Thornton comme auditeur de la communauté pour les exercices financiers 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, conformément aux conditions de l'appel d'offres public numéro FIN 2021-03 et de sa soumission, pour les montants forfaitaires de 21 000 pour l'exercice 2021, 21 500 pour l'exercice 2022, 22 000 pour l'exercice 2023, 22 500 pour l'exercice 2024 et 23 000 pour l'exercice 2025, pardon, plus les taxes applicables. Questions, commentaires? C'est donc adopté. Ça nous amène dans le point transport. Il est proposé par Mme Parent, appuyé par M. Charron, d'approuver en vertu de l'article 158 de la Loi sur la communauté métropolitaine de Montréal la modification apportée au programme des immobilisations 2021-2030 de la STM par la résolution CA 2021-005, c'est ça, de son conseil d'administration, afin d'ajouter le projet acquisition d'équipements de billettique au projet autorisé sur la rubrique secteur administratif pour un montant de 9 458 344 $. Et le deuxième point, c'est l'emprunt de 9 400 000, le même montant que je viens de nommer, décrété par le secteur administratif par le règlement numéro R209 de la STM afin de financer le projet acquisition d'un équipement de billettique. Questions, commentaires? C'est donc adopté. Et ça nous amène dans le point 5 des rapports des commissions. Et j'ai envie on va commencer avec la présidence du logement social, parce qu'en fait, c'est un sujet qui a été abordé tout à l'heure quand même à plusieurs reprises. Et je tenais seulement, avant de passer la parole à notre président, M. William, à faire un petit mot. On a vu une question d'une citoyenne tout à l'heure, mais assurément, on voit à quel point c'est un sujet d'actualité. Bien sûr, à Montréal, mais ça ne se résume pas à Montréal, cet enjeu. Quand je parle avec vous, vous m'en parlez de la difficulté de loger tout le monde, dépendamment de leur statut socio-économique. Bien sûr, il y a toute la question du logement privé, mais également la question de la création de logements sociaux et abordables. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans la période de questions, le CE a adopté une résolution là, très importante qui a été bien sûr communiquée. En fait, on a vu qu'il y avait également un intérêt pour le positionnement de la CMN. Ce que j'en comprends, c'est que nos populations, nos citoyens et citoyennes ont un appétit puis ont envie de nous entendre et de voir qu'est-ce que l'on fait, chacun et chacune, mais également à la CMM. Dans cet ordre-là, on se demandait qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Dans ce dossier-là, bien sûr, on va avoir les données qui vont nous être présentées par le président. Mais il y a demeure pas moins que je pense qu'on a une occasion de demander à notre commission du logement justement de faire une position plus articulée encore, de mettre des propositions, des pistes de solutions structurelles. Qu'est-ce qu'on veut demander? Qu'est-ce que l'on souhaite faire? Avec la question du logement et une position aussi très, très claire en ce sens. Alors, bien sûr, je vais laisser mon collègue nous parler, mais ensuite, je serais très heureuse de vous entendre si vous avez soit des préoccupations, des propositions que vous souhaitez amener, comment vous souhaitez évoluer dans ce dossier. Mais définitivement, je pense que ce sera un sujet lors des prochaines élections. Et puis même avant les élections, cet été, ce sera une période très difficile pour beaucoup de nos citoyens et citoyennes. On l'avait vécu l'année dernière avec la crise du logement du 1er juillet.
on peut s'attendre à une situation similaire ou pire. Et je tiens également à mentionner, pour le bénéfice de tous, que l'UMQ a également fait une étude fort pertinente sur plein d'éléments, dont l'habitation, un peu les données démographiques, à quoi ressemblent les perspectives en habitation dans un contexte de COVID. On avait documenté avant, mais pendant la COVID, et c'est vraiment intéressant. Alors, ça serait un document que je vous invite à lire et puis on le rendra disponible. Mais sinon, je pense que ce serait possible. Quand l'UMQ va le rendre disponible à ce moment-là, je pense que vous allez trouver de quoi vous alimenter parce que ça parle évidemment de l'habitation, mais également de transport et de d'autres enjeux. Alors, sur ça, je vais laisser M. William, bien sûr, prendre la parole et puis on passera par la suite aux autres rapports de commission par celle de M. Normand et de Mme Assad et de Mme Michaud. Alors, M. William, je vous laisse la parole. Merci, Mme la Présidente. Chers membres du Conseil, depuis le Conseil du 25 février dernier, les membres de la Commission du logement social ont tenu le 19 mars leur première séance de travail pour le cadre du mandat permanent des suivis financiers. Nous avons notamment analysé les remboursements de la CMM dans le cadre de différents programmes de logement social et abordable pour l'année 2020. Les résultats préliminaires démontrent que les remboursements pour tous les programmes auxquels la CMM participe ont augmenté environ à 40 millions de dollars. Il s'agit du sommet des 5 dernières années. Ce sont les remboursements d'Accès Logis qui sont passés de 10 millions en 2019 à 15 millions en 2020 qui ont le plus augmenté. Quelques 500 logements ont été livrés en 2020 dans le Grand Montréal, un résultat qui fait de 2020 une année décevante en termes de livraison. Cela s'explique évidemment par l'augmentation importante des coûts de construction qui oblige le gouvernement du Québec depuis les 3 dernières années à bonifier le programme Accès Logis pour débloquer les projets qui sont déjà dans la machine. D'ailleurs, pour 2021 et 2022, le gouvernement du Québec consacrait 260 millions à la bonification du financement des programmes d'Accès Logis déjà amorcés. Il reste que les normes du programme Accès Logis sont toujours en retard sur les coûts de construction du marché qui cesse d'augmenter. Il s'agit d'un problème structurel de ce programme qui n'a pas bénéficié de véritable programmation depuis les 3 dernières années, à l'exception de la maigre programmation de 500 unités qu'on vient de nommer tantôt du dernier budget du gouvernement du Québec. Le gouvernement s'est engagé à présenter bientôt un nouveau programme d'Accès Logis et un plan d'action en logement. Espérons que nous verrons les résultats rapidement, qu'une solution sera proposée pour régler ce décalage constant entre les coûts de construction et les normes du programme qui empêchent de livrer les nouveaux logements. Il est inacceptable que les municipalités soient désormais presque systématiquement obligées de mettre plus de 15 % de contribution du milieu prévu par le programme pour les projets puissent se réaliser. Les sommes annoncées pour restaurer les HLM sont aussi très décevantes, étant donné l'important déficit d'entretien accumulé. De fait, de nombreux HLM sont très dégradés et dans le Grand Montréal, plusieurs centaines sont même barricadés. J'en sais quelque chose à Saint-Amable, notre ville, où un immeuble de 12 logements HLM famille est barricadé depuis plus de 2 ans. C'est très difficile pour ces familles qui ont dû se relocaliser dans d'autres villes. Ça contribue à réduire l'offre de logement social qui est une cicatrice en plein cœur de notre municipalité à près de 2 écoles et du pôle jeunesse. C'est comme Mme Plante disait tantôt, c'est pas juste à Montréal, mais c'est vraiment partout. Saint-Amable, on a une ville de 13 000 habitants, puis on en a des répercussions. Par ailleurs, la semaine dernière, lors du dévoilement de son budget, la ministre Freeland a annoncé, entre autres, un investissement de 1,5 milliard pour lancer une 2e phase de l'initiative de création rapide de logements. Cette initiative fédérale, dont je vous ai entretenu lors de la précédente séance du Conseil, vise à offrir un toit à les populations vulnérables. Rappelons que cette phase 1 permettrait de livrer d'ici près d'1 an près de 700 logements sociaux dans le Grand Montréal. La Commission procéderait à une analyse plus détaillée des budgets du Québec et du Canada lors de sa prochaine rencontre du 14 mai. Je tiens finalement à vous informer que le comité exécutif de la CMM a adopté la semaine dernière une résolution interpellant le gouvernement du Québec sur l'urgence
d'agir sur la crise du logement en invitant la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, Mme André Laforêt, à rencontrer le comité exécutif pour discuter de cet enjeu. La CMM demande ainsi au gouvernement de mettre en place des mesures d'urgence en vue du 1er juillet, notamment en révisant les paramètres du programme de supplément au loyer d'urgence, en soutenant financièrement les municipalités, les offices et les autres organismes qui accompagnent dans les mois qui viennent les ménages ayant de la difficulté à se trouver un logement. Une série de demandes vise par ailleurs à mieux encadrer le marché locatif privé, par exemple la création d'un registre des loyers ainsi qu'un changement législatif pour renverser le fardeau de la preuve entre les propriétaires et locataires auprès des tribunaux administratifs du logement. Enfin, nous demandons une fois de plus de lancer un vaste chantier québécois de logements sociaux communautaires et privés qui passe notamment par la construction de 2700 unités d'accès logis annuellement pendant 5 ans, du même que par les engagements financiers sur 5 ans minimalement pour la réhabilitation des HLM, barricadés et les rénovations de tous ceux qui en ont besoin. Les mesures innovantes doivent être aussi mises en place pour stimuler la construction et la rénovation des logements abordables sur le marché privé et communautaire, tout en assurant la pérennité et cette abordabilité. Je vous invite d'ailleurs à toutes les municipalités de la CMM à adopter une résolution en ce sens et la transmettre à la ministre, Mme André Laforêt. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires concernant le rapport, bien sûr, mais également sur le sujet en tant que tel? Est-ce que tout le monde est confortable avec la direction que l'on prend? Excellent, merci. Et j'en profite pour dire, chers collègues, je dois quitter. Alors, c'est la vice-présidente de la CMM, Mme Parent, qui va prendre la relève. Alors, pour les autres points à l'ordre du jour, alors je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Au revoir. Bonne fin de journée, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Donc, on irait à la présentation du président de la Commission de l'aménagement, M. Normand. Effectivement, par contre, on m'informait que Mme Assad devait quitter elle aussi rapidement, donc je vous proposerais qu'elle passe juste devant. Bien, pas de souci, je n'étais pas au courant. Alors, Mme Assad, allez-y. Oui, j'ai rendez-vous à 15h. Je vous remercie tous, chers membres du Conseil. Merci, Mme Parent. Il me fait plaisir de vous présenter les travaux de la Commission du développement économique en cours de réalisation. C'était vraiment beaucoup de travail, puis on se concentre sur différents volets. Je voulais quand même vous tenir au courant. En ce qui traite le PMDE 2021-2030, la Commission a poursuivi au cours des dernières rencontres les travaux d'élaboration au plan métropolitain de développement économique. Et puis, nos travaux visent, je vous dirais, à développer une approche intégrée qui va nous permettre de relever les défis économiques de la région métropolitaine, soit le relèvement de la productivité et du niveau de vie, ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique. Travaillons sur des objectifs et des actions concrètes sur 4 axes stratégiques qui apporteront chacun leur contribution pour relever ces défis d'une manière coordonnée. Ces axes sont ceux de la transition énergétique, de l'organisation du territoire économique, de l'innovation et des compétences. Prenez le cas du défi de la lutte contre le réchauffement climatique. Comme vous le savez, c'est un objectif incontournable de nos sociétés. Ça doit être intégré dans notre planification économique à l'échelle métropolitaine. Et donc, nos travaux jusqu'à présent démontrent que c'est tout à fait possible et on continue en ce sens. Une organisation du territoire économique qui optimise l'occupation au sol des parcs d'affaires et prend en compte les déplacements des marchandises dans l'implantation industrielle. Ça fait partie des éléments d'une gestion éco-responsable qui contribue à la réduction des gaz à effet de serre. Dans le fond, nous, on concentre nos efforts là-dessus aussi. Et puis, vous allez le voir dans le fruit de nos travaux. Un développement économique plus vert, c'est vraiment une opportunité de renforcer des secteurs de pointe en mobilité durable qui sont des fleurons de l'économie métropolitaine. En mettant en place les bonnes collaborations, en faisant en sorte que les compétences nécessaires soient développées, c'est clair pour nous que ceci représente autant d'opportunités de produire des innovations vertes et de créer des emplois durables et de relever la productivité économique. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur ce volet-là.
Sachez aussi qu'on a fait beaucoup de rencontres avec les différents GRAP. On parle de renouvellement d'entente de 9 secrétariats de GRAP et de, bien sûr, Montréal International. Fait que dans le cadre des renouvellements de ces ententes, la Commission a reçu 8 secrétariats de GRAP. On a rencontré Aéro Montréal, le BCTQ, Écotech Québec, Finance Montréal, M-Mod, ça c'était très intéressant, Montréal Invivo, Numana et Propulsion. On va par la suite, il nous reste quand même d'autres rencontres, c'est AU Québec et la grappe de l'aluminium, puis ça, on va le faire le 14 mai prochain. On a reçu à Montréal International, on recommande le renouvellement de l'entente, bien sûr, de la communauté avec Montréal International, comme vous le savez, qui a comme but de l'attraction d'investissements étrangers pour la période, excusez-moi, 2021-2023, à l'instar des gouvernements du Québec et du Canada. C'est lors de ces rencontres avec les GRAP et avec Montréal International que la Commission s'est assurée vraiment d'attirer leur attention sur l'importance d'une action stratégique relevant les défis, saisissant les opportunités actuelles pour contribuer optimalement au renforcement de l'économie métropolitaine. Le PMDE annonce une vision claire qui va mettre l'accent sur le déploiement d'une action structurante et éco-responsable sur le territoire de la CMM et on veut que ça inspire le travail de ses partenaires. Un autre volet que je voulais vous mentionner, c'est on a eu notre édition de compte annuelle de la part du service 211 Grand Montréal. C'est une première pour moi, je trouve ça très intéressant. On les a rencontrés le 10 mars et ils nous ont fait notre édition de compte. Comme vous le savez tous, ils offrent un service téléphonique et web d'information auprès de 6 000 ressources socio-communautaires. Ils ont été très sollicités en début de pandémie, puis je vous dirais qu'ils sont encore. Malgré les défis, ils ont maintenu l'entièreté de leur service. C'est quelque chose que je voulais que vous sachiez. Ça a été notamment rendu possible à cause d'une réorganisation complète qu'ils ont fait du travail, ainsi que l'ajout de nouvelles ressources. On a reconnu l'importance et la qualité de ce service. On a convenu de recommander au comité exécutif de verser l'aide financière prévue au protocole de financement. On a aussi indiqué que le gouvernement du Québec doit augmenter son soutien financier à ces services. Ça relève d'une mission sociale de l'État et pour nous, le travail qu'ils ont fait durant ces périodes difficiles a été inestimable. La Commission aussi a recommandé au comité exécutif la participation financière de la communauté au service 211 au-delà de l'échéance prévue au protocole de soutien financier, soit le 31 décembre 2022. Ça devrait être discuté en tenant compte notamment du soutien financier accordé par les autres bailleurs de fonds, dont le gouvernement du Québec. Voilà, ça a été le tour. Je vous dirais que c'est beaucoup de rencontres très intéressantes. Une première pour moi, la rencontre de toutes ces grappes-là. Je tenais à remercier tous les membres qui participent à ces rencontres. C'était des heures et des heures de travail. Puis je vois l'expérience autour de la table et la passion que chacun des membres ont pour la confiance que la CMM nous a donnée dans le cadre de cette mission. Fait qu'on va continuer nos travaux et puis on a bien hâte de vous présenter le fruit de tout ce travail. Je vous remercie sincèrement pour votre attention. Puis je remercie les autres présidents de commission d'avoir permis de faire la présentation et de changer un peu l'ordre. Voilà. Merci, Mme Assad. Est-ce qu'il y a des questions et des commentaires? J'aurais une question. Mme Deschamps, oui, allez-y. Oui, bonjour tout le monde. En fait, c'est... puis j'espère que Doreen, tu t'en vas pas tout de suite, mais parce que c'est sûr qu'on a sur la planche à dessin la revision, on est en pleine là, agora métropolitaine où, dans le fond, on en profite de faire le bilan là, du PEMAD et autre chose qui intéresse et qui suscite l'intérêt de la société civile et des élus. Et en parallèle, on sait que la juridiction de l'ARTM, c'est de s'occuper aussi du réseau supérieur, là, alors de la métropole. Et je vous entendais dire que vous sur la planche à dessin et ce que vous travaillez actuellement, c'est tout le transport des marchandises. Puis je me demandais, puis je voulais m'assurer que tout cela se fait en collaboration, c'est-à-dire tant qu'à refaire, tantôt, là, on va avoir sur la planche à dessin là, la revision, on va dire deuxième mouture du PEMAD.
Et c'est sûr qu'il va être question certainement du bouclage du réseau métropolitain. Il y en a été question à la RTM, là, où il faut prévoir l'avenir. Et c'est tellement en lien avec le développement économique. Alors, je voulais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous avez déjà le mandat de regarder cela? Et où est-ce que vous en êtes là-dedans? Parfait, merci Chantal pour la question. Je vous dirais, dans le fond, on n'a pas reçu les gens de l'autorité dans nos rencontres. Nous cherchons vraiment à mettre en place une stratégie pour l'optimisation des différents trajets pour pouvoir fournir, tu sais, dans le fond, les services directs aux citoyens de façon qui respecte l'environnement et tout. Mais j'en prends bonne note. D'accord, Chantal, parce que ça serait quelque chose qu'on pourrait voir. Encore une autre rencontre qu'on prévoit faire au mois de mai. Fait que je vais aborder la question avec les membres de la commission et de voir, dans le fond, s'il y a un pont à faire, s'il y a un lien à faire avec l'autorité, on va s'assurer de le faire. Mais ils n'ont pas fait partie intégrale de nos discussions. Nous, pour nous, on regarde vraiment le renouvellement de la stratégie et aussi de mettre au défi nos grappes pour se challenger et être en support pour les différentes entreprises et commerces qui sont sur le territoire. C'est vraiment sur ça qu'on s'est concentré. Mais j'apprécie la question, très intéressant comme avenue de tout intégrer et de tenir, dans le fond, l'autorité dans la loupe parce que ça s'intègre dans tout, là, tout le travail qu'on fait au niveau du PEMAD et notre stratégie économique. Merci. Je vous en prie. Merci. Je ne vois pas d'autres mains levées. Alors, merci, Mme Assad. On va maintenant passer, j'imagine, à la commission d'aménagement. Oui, merci beaucoup. Monsieur Normand, êtes-vous prêt? Tout à fait. Merci, Madame la Présidente. Donc, le 25 mars dernier, donc il y a un peu plus d'un mois, la Commission de l'aménagement a déposé au comité exécutif son rapport final concernant son mandat de proposer un aménagement du territoire qui est mieux adapté aux enjeux de santé publique dans un contexte d'épidémie ou de pandémie. Et je vous rappelle qu'on se penchait sur ce contexte-là, non pas seulement dans la situation qui nous occupe présentement, mais pour se préparer en amont d'une autre situation similaire. Le rapport fait donc état des travaux réalisés par la Commission et par la table technique qui l'accompagnait. Donc, depuis que le mandat a été confié à la Commission il y a un an, en avril 2020, il y a 6 séances de travail qui ont été tenues. La table technique a quant à elle tenu 5 rencontres auxquelles ont participé les représentants des MRC de la CMM ainsi qu'un représentant de la table des préfets des couronnes Nord et Sud, un représentant de l'INSPQ, du MAMAGE, de l'Ordre des architectes, de l'Ordre des urbanistes du Québec. Différents organismes tels que Vivre en Ville, Vélo-Québec, le Centre d'écologie urbaine, puis plusieurs autres sont venus tour à tour enrichir les réflexions de la table technique. Ces rencontres-là ont donc permis de jeter les bases concernant les enjeux, les objectifs en matière d'aménagement dans un contexte d'épidémie et de pandémie, qui ont ensuite fait l'objet d'une consultation, donc à l'automne 2020 qui vient de passer, consultation des MRC, des municipalités de la CMM, ainsi que des organismes interpellés par les enjeux de santé publique en lien avec l'urbanisme ou l'aménagement du territoire. Les commentaires qu'on a reçus dans le cadre de notre consultation ont donc été pris en compte dans la finalisation de nos travaux et dans les recommandations que la Commission a formulées dans son rapport final, comme je le disais, qui vient d'être déposé le mois dernier. Dans son rapport final, donc, la Commission de l'aménagement formule 3 grandes recommandations. Évidemment, il y a plein d'autres aspects. On a des grands principes, des objectifs. Je vous invite vraiment à lire le rapport qui est facile à lire, qui est fluide, qui est super intéressant. Donc, les 3 grandes recommandations sont les suivantes. 1, l'adoption de grands principes métropolitains pour des pratiques en aménagement du territoire qui sont plus résilientes face aux enjeux de santé publique en contexte d'épidémie de pandémie. Tout ça destiné à inspirer l'ensemble des intervenants en matière d'aménagement du territoire, tant public que privé. Ensuite, de manière très appliquée et concrète, la constitution d'une boîte à outils dans laquelle on peut aller piger carrément là, afin de partager une collection de ressources en aménagement disponibles à l'ensemble des partenaires. Tout ça pour promouvoir des aménagements qui favorisent la santé publique pour tous les milieux de vie, petits, plus grands, urbains, ruraux. Et troisièmement, la transmission du présent rapport, vous vous en douterez, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation afin que les enjeux, les objectifs qu'on a identifiés contribuent aux travaux relatifs à la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires qui se déroulent, dont les consultations se déroulent en ce moment.
Et finalement, donc, pour vous mettre à jour sur notre nouveau mandat, c'est avec enthousiasme que la Commission a commencé ses travaux relatifs au mandat d'évaluer les impacts du déploiement du réseau express métropolitain, le REM, en matière d'aménagement et de développement sur le territoire de la communauté. Et dans ce cadre-là, la Commission va commencer par rencontrer l'ARTM et CDPQ Infra à la fin du mois de mai prochain. Puis, je peux vous confirmer que les commissaires sont très sérieux, très interpellés, très préparés pour ces deux rencontres-là. On a beaucoup de questions et de très pertinentes questions. Le défi, ça va être de pouvoir toutes les exposer et obtenir les réponses qu'on souhaite obtenir dans le temps imparti. Mais voilà. Donc, merci, puis je suis prêt à prendre les questions s'il y en a. Oui, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Je ne vois pas de main levée. Alors, merci beaucoup, M. Normand. Merci. Et on irait maintenant avec Mme Michaud pour la vice-présidente de la Commission de l'environnement. Est-ce que je ne la vois pas? Ah, elle arrive. Oui, je suis là. Merci, on vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Donc, la Commission de l'environnement poursuit ses travaux concernant les mandats qui lui ont été confiés. Après avoir entendu les municipalités et organismes dans le cadre du mandat sur l'urgence climatique, la Commission a tenu une séance de travail afin d'orienter la rédaction du rapport. En ce qui a trait à la consultation ciblée menée dans le cadre du mandat sur l'élimination des résidus ultimes, nous avons 26 mémoires de municipalités, MRC et organismes. Ces 5 organismes ont été rencontrés jeudi dernier et 5 autres l'ont été ce mardi. Au cours du mois de mai, la Commission tiendra des séances de travail afin de compléter les 2 rapports pour ces mandats et les déposer lors de la séance du comité exécutif de juin prochain. Rappelons que la Commission rédigera son rapport sur l'élimination des résidus ultimes dans l'optique qu'il contribue à établir la position de la communauté, à transmettre au Bureau d'audience publique en environnement dans le cadre de sa consultation publique actuellement en cours sur l'élimination des résidus. Voilà, donc s'il y a des questions, je suis prête à répondre. Merci. C'est ce qu'on appelle être efficace. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Je ne vois pas de main levée. Alors, merci beaucoup, Mme Michaud. Merci. Donc, on serait rendu au 5.2, qui est le mot des membres du conseil. Est-ce que certains d'entre vous veulent... Oh, je vois que M. Massimo a ouvert son micro. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Non, ça va, Mme la Présidente. Je me préparais pour le 5.3. Ah, désolée. Donc, je ne vois pas de main levée. Donc, Monsieur le directeur, je vous laisse la parole. Je voulais vous souhaiter une excellente journée. Seigneur, bon, ben, écoutez, vous me prenez au dépourvu. Alors, ceci met fin à la séance. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une... Ah, M. Corriveau. M. Corriveau, excusez. Non, je faisais juste ça, M. Massimo. Ah, parfait. Donc, bonne fin de journée tout le monde. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Bye bye.